Si l'enfant a le moindrement vécu des malheurs et qu'on l'envoie en time-out, on transforme son sentiment de culpabilité en honte. Alors là, c'est vraiment tout l'enfant qui en souffre et pas son comportement. C'est tout ce qu'il est, c'est pas ce qu'il a fait. En nourrissant la honte, tranquillement, l'enfant comprend qu'il n'est pas apaisé par les adultes. Alors, ça va s'exprimer d'une manière horrible, généralement avec sa mère, donc le premier lien, ensuite avec le parent ou encore avec la fratrie. Et il va donc faire la même chose ensuite à la crèche ou à l'école, donc avec son professeur ou avec les amis. Et tranquillement, vers l'âge de 6 ou 7 ans, ça va être un enfant qui va vivre la honte, qui va avoir des comportements belliqueux ou des comportements anxieux. J'ai voulu inviter dans cet épisode l'un des plus grands spécialistes mondiaux de l'éducation, Jean-François Chicoine, qui est d'abord pédiatre et qui est devenu un spécialiste indiscuté d'une profonde rigueur sur l'éducation. Bonjour Jean-François, merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Est-ce que vous voulez bien vous présenter ? Bonjour Fabrice, merci de l'invitation. C'est toujours intéressant, une invitation France-Québec. Mon nom est Jean-François Chicoine. Je suis un garçon de Montréal, élevé dans le bonheur par deux parents, une mère travailleuse sociale et un père pédiatre. Je suis né dans l'hôpital où je travaille encore depuis 40 ans. Donc, on a l'impression que je n'ai pas sorti, mais je me suis promené pas mal. J'ai travaillé jeune à plein de choses. Je suis quelqu'un qui aimait beaucoup le plein air, le cinéma. Puis finalement, je me suis inscrit en médecine. En pédiatrie, j'ai fait mon cours à l'Université de Montréal. Ensuite, j'ai fait un détour comme urgentologue et en réanimation à Paris, à Necker, chez le professeur Clou. Ensuite, j'ai travaillé pour Europe Assistance. Je suis revenu chez moi, où j'ai travaillé aux urgences pendant à peu près 7-8 ans pour ensuite partir en santé internationale dans différents projets avec Terre des Hommes, avec UNICEF. J'ai travaillé dans une vingtaine de pays dans les orphelinats du monde. Donc, de 1994 à 2004, je me suis installé un peu partout à m'intéresser aux enfants abandonnés qui étaient un peu partout à travers le monde. En même temps, je revenais à l'hôpital pour mes étudiants, pour des gardes, pour travailler, à monter une clinique qui accueillait des enfants migrants, adoptés national, adoptés international, ce que je fais encore actuellement. Alors, on est comme un centre à Sainte-Justine, le CHU Sainte-Justine, qui est quand même le deuxième plus grand hôpital pédiatrique en Amérique du Nord, après le Sick Children de Toronto. C'est une clinique, donc, de consultation interdisciplinaire avec travailleuse sociale, psychoéducatrice, qui accueille les enfants qui sont en souffrance, qui sont en manque d'amour, qui ont été abandonnés, institutionnalisés ou battus, qui sont en famille d'accueil ou qui sont en voie d'être adoptés, et pour lesquels on accompagne les parents et puis aussi les médecins, les experts, quand ils ont des problèmes médicaux. Alors, j'enseigne à des étudiants, je donne des conférences, et puis je m'intéresse à tout ce qui a rapport à l'enfance, puis à tout ce qui, dans le bien public, touche les enfants, leur contexte de vie, les garderies, les camps de jour, les familles. Donc, parce que vous êtes passé de la pédiatrie, même pointue, puisque vous étiez urgentiste, à une vision vraiment très large de qu'est-ce que c'est l'éducation et comment éduquer au mieux un enfant et toutes les responsabilités que ça implique à la fois comme parent et à la fois sociale et politiquement. Tout à fait. Puis je pense que ma trajectoire peut être inspirante pour des jeunes médecins. Moi, le développement, c'était pas ma tasse de thé. J'aimais l'urgence, je voulais soigner, sauver des gens. Et puis c'est tranquillement, à force de lecture, avec l'âge, où j'ai réalisé à quel point le développement de l'enfant, sous tous ses aspects, même sur ses aspects identitaires, devenait important, à quel point les influences de sa culture, de sa famille devenaient intéressantes. Et j'ai grandi à travers les lectures. Puis j'ai eu la chance
de ne pas connaître les neurosciences au début de mon entraînement dans les années 80, puis de découvrir les neurosciences vers 94-95. Au même moment, je recevais des enfants qui arrivaient de Roumanie, de Russie, avec des problématiques de traumatisme chronique qu'on ne m'avait pas enseigné, que je découvrais. Et à ce moment-là, je me suis mis à lire tout, mais à peu près tout ce qui existait autour de la théorie de l'attachement et l'appliquer à ma pédiatrie. Donc, je fais une pédiatrie développementale, sociale, qui m'anime beaucoup. J'adore ce que je fais. Ça m'émeut presque de le dire. Je suis bien avec des familles, avec des enfants, puis avec mon équipe. Alors, je voulais vous recevoir parce que la question de l'éducation est une question qui touche beaucoup en France. Il y a beaucoup de débats sur l'éducation. J'ai été très frappé par la publication du livre d'Isabelle Filiosa, « Éduquer, tout ce qu'il faut savoir ». Et je voulais avoir votre regard, voilà, d'un des grands spécialistes sur cette question, reconnu dans le monde entier, voilà, de ce que vous pensez de ce livre, de ce travail et du débat en France qui rend parfois assez confus les gens sur qu'est-ce que c'est l'éducation qu'il faut donner à nos enfants. Alors évidemment, le débat sur l'éducation, sur la parentalité, il est de tous les pays. Mais le débat particulier qui s'est installé ici depuis quelques années autour de l'éducation positive est quelque chose d'assez franco-français. C'est-à-dire que toutes les cultures, soit en Asie, en Afrique, en Amérique du Nord et tout, ont tous essayé de se débarrasser d'une certaine approche traditionnaliste de la famille, très hiérarchique, très autoritariste, pas autoritaire. Et l'Amérique du Nord, comme le Québec, avait ses pères fouettards et sa façon de réprimander les enfants. Il a fallu, dans toute l'Amérique, beaucoup lutter contre le behaviorisme et les théories comportementales. Mais dès les années 70-80, que ce soit au niveau de la médecine, de la justice, de l'enseignement des soins, la théorie de l'attachement ou l'importance de sécuriser un enfant rapidement, très jeune, et puis par la suite, à travers les regards, les soins et la réponse à ses besoins par des adultes, ça s'est installé. Donc, naturellement, la discipline, l'autorité s'est fait dans le sens de l'attachement, dans un sens qui n'était pas du tout répressif, criard ou agressif. Donc, parce que la question n'est pas autorité ou laxisme, le vrai débat et la vraie question du changement, c'est est-ce que l'autorité est fondée sur l'attachement et la sécurité ou au contraire sur la coercition. Exactement. Parce qu'il y a une vraie confusion aujourd'hui. On a l'impression que dire que l'autorité doit être fondée sur l'attachement, c'est renoncer à l'autorité. Ah non, dans l'autorité, il y a beaucoup de cadres, il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de discipline, il y a beaucoup d'instructions, il y a beaucoup de messages du parent vers l'enfant pour respecter un univers de vie, un cadre de vie, une éthique familiale, une maison à tous, un univers qui appartient au bien commun. Il y a autant d'amour que d'autorité dans la théorie de l'attachement. D'ailleurs, les enfants vont développer des problématiques d'attachement immenses s'ils ont reçu beaucoup d'amour et de sécurité, mais aucun cadre et aucune discipline. Donc, c'est une perversion de l'idée de l'attachement. L'attachement, ce n'est pas que câliner un enfant puis lui dire « je t'aime ». L'attachement, c'est être capable d'être suffisamment présent pour les besoins de l'enfant, mais aussi d'être capable de pouvoir lui permettre de se séparer de l'adulte pour aller explorer. Dans l'attachement, il y a le détachement. L'utilité de l'attachement, c'est le détachement. Et ce détachement-là, il se fait avec des règles et avec un cadre précis. Est-ce qu'on peut, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, expliquer un peu ce que c'était l'approche behavioriste que vous dénoncez, et qu'est-ce que c'est l'attachement?
La peur behavioriste, en fait, elle est basée sur le comportement. C'est-à-dire que le comportement est bon ou mauvais, jugé bon ou mauvais, on intervient. On intervient rapidement. On pouvait intervenir avec violence, mais souvent avec véhémence. On punissait, on mettait dans le coin on donnait immédiatement une punition où on boudait l'enfant et on lui retirait son amour de manière à pouvoir et à espérer qu'il puisse grandir à travers ces réprimandes ou ces conseils-là, ce qui a jamais fonctionné. Et évidemment, moins le milieu était aimant, sécurisant, apaisant, bien, plus on criait, puis plus on essayait d'intervenir sur l'enfant. On lui faisait peur, on avait l'impression qu'il comprenait, mais en fait, il ne... Et je vais reprendre les mots de Piaget, qui sont utiles sur le plan cognitif, même si on parle de l'émotion et de la fabrique des sentiments. Alors, c'est des enfants qui se soumettaient à l'autorité adulte. C'est pas des enfants qui s'accommodaient à l'autorité adulte. Pour s'accommoder, il faut avoir un lien d'attachement, il faut avoir un lien de sécurité. Et s'accommoder, quand on est en sécurité, c'est quelque chose qui fait plaisir à l'enfant, qui l'amène à imiter l'adulte, qui l'amène à avoir un comportement qui fait qu'il va pouvoir faire une sortie, aller plus loin, partager un repas. Donc, s'accommoder, c'est hyper excitant pour un enfant. Mais se soumettre, non. Donc, le behaviorisme, il était basé là-dessus et beaucoup d'études comportementalistes, beaucoup de classifications psychiatriques, beaucoup de non seulement de médecins, de psychiatres, et beaucoup de sociétés fonctionnaient sous forme de classification des bons et des mauvais comportements. Alors, l'attachement dit pas ça du tout. L'attachement, elle revient à une compréhension du développement humain et du développement du cerveau de l'enfant. L'attachement, ce qu'il dit, tout simplement, c'est que l'enfant, pour abaisser son stress d'origine, surtout dans les premiers mois de vie, a un besoin inné, donc c'est un besoin inné, dans une fenêtre tout à fait spéciale, de développer une relation d'attachement avec un adulte ou avec quelqu'un qui va pouvoir abaisser son niveau de stress. Le meilleur synonyme d'attachement, c'est apaisement. Donc, à travers l'adulte, le bébé humain peut survivre, peut s'apaiser et ensuite, il peut se développer. Parce que dans la notion d'attachement, il y a aussi la notion de développement, c'est que si on est apaisé, on peut passer à un autre dossier, on peut se mettre à parler, on peut se mettre à s'adapter à son milieu, à s'adapter aux autres, à aller vers les autres, et puis à se scolariser, et puis à comprendre ou attendre quelque chose des autres, à faire preuve d'altruisme. Et puis quand on continue dans cette grande pyramide-là, parce qu'on a tout à part été sécurisé, on peut donc utiliser non seulement sa cognition, mais aussi ses émotions pour faire deux activités hyper importantes qui serait impossible sans l'attachement sécurisé, c'est exercer son jugement et faire preuve de sens moral. Donc ça, c'est très important. Donc la théorie de l'attachement ou de l'apaisement, je trouve que c'est bien de dire ça comme ça, vise à la fois la responsabilité, donc vous avez dit, morale de l'enfant et la capacité de jugement. Oui. Ça, c'est tout à fait surprenant. Et c'est ce qui... Parce que le débat est faussé, parce que comme on est pris par laxisme ou autorité, on ne comprend pas du tout que ça, c'est hors sujet. Ah non, ben c'est parfaitement le sujet, parce que si un enfant est en attachement insécurisé ou présente un trouble d'attachement, alors à peu près, l'attachement, il se mesure idéalement entre l'âge de 12 mois et 18 mois. On est capable de voir un peu si l'enfant est parfaitement apaisé par un ou deux ou trois ou quatre, cinq adultes ou s'il a un attachement qui est insécurisé. Et à peu près, dans 60 des enfants vont être sécurisés et 40 vont être insécurisés. Attention, il ne s'agit pas de maladie mentale, il s'agit d'insécurité affective. Donc, on va en trouver des un peu plus anxieux, des un peu plus colériques, et puis des un peu plus fuyants. Alors, avec les parents, moi, j'emploie les termes velcro, solo, sumo.
Donc, des enfants qui font des crises de nerfs facilement ou qui peuvent être un peu agressifs, ou des enfants qui ne regardent pas dans les yeux et qui ne dérangent pas suffisamment, ou des enfants anxieux qui montent ou qui descendent de leurs parents, qui montent, qui descendent, qui chouinent, qui font... tout ça... Lequel est le velcro? Le velcro, c'est le chouineux. On dit liré en québécois. On pourrait dire chouiner. Hein. Donc, c'est celui qui monte sur sa mère, descend de sa mère, monte sur sa mère, descend de sa mère. Ou aussitôt qu'il s'en va dans les bras de quelqu'un d'autre, il se met à pleurer ou quoi. Celui-là, ben, en général, il a pas fait suffisamment d'expérience d'exploration. Il a souvent un parent célibataire où il dort avec son parent, où on lui propose peu de choses, donc il a peur d'explorer. Donc, le moindrement qu'il est plus sur son parent, bien, il devient anxieux. Au niveau expérimental, il y a eu au départ 3 sortes d'attachements et ensuite 4 sortes d'attachements. Le premier, c'est l'attachement sécurisé, que j'appelle piano à l'italienne. Le deuxième, c'est l'attachement insécurisé de type résistant, qui est l'anxieux, le velcro. Le troisième, c'est l'évitant ou le solo. Et le troisième, qui est le plus complexe, qui vient souvent de la maltraitance et tout, c'est l'ambivalent ou le sumo. Donc, c'est 3 émotions de base. L'ambivalence, vous l'appelez sumo? Parce que c'est des enfants qui collent et qui frappent. C'est des enfants qui sont en colère. L'émotion de l'ambivalence, c'est la colère. Il est enragé contre les adultes. Il n'est pas évitant face aux adultes. Il n'est pas demandeur, non demandeur face aux adultes. Il est enragé. Il agresse. Il frappe. Il est en colère. Les adultes lui ont fait mal. Et le sumo, c'est souvent le type d'attachement le plus tordu, le plus complexe. C'est celui qui peut mener le plus à des troubles de l'attachement importants. Alors, ces styles affectifs-là, comme pédiatre, comme travailleur social, comme psychoéducatrice, notre infirmière aussi est bonne là-dedans, on les voit rapidement vers l'âge de 12 mois, 18 mois, 24 mois, aussi en situation clinique, pas qu'en situation expérimentale où ça a été décrit. On est capable de voir ce type d'attachement-là. Par exemple, un attachement évitant dans un bureau de pédiatre, c'est un enfant de 18 mois qui vient de commencer à marcher, qui est dans le bureau avec nous. Je demande rapidement aux parents de sortir du bureau et puis l'enfant ne suit pas ses parents. Il reste avec nous, puis l'éducatrice pour jouer avec nous. Ou encore, il est déjà assis, ce qui est agréable, sur mes genoux alors qu'il ne me connaissait pas, ce qui n'est pas tout à fait normal. Un enfant qui a un attachement insécurisé, ça se voit dans l'examen du pédiatre rapidement. Quand j'examine un enfant, mettons, de moins de 2 ans, que j'ai son parent à côté de moi et tout, il pleure, c'est normal. Un enfant n'aime pas être examiné avant l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, il pleure. Si je le donne aux parents à ce moment-là, premièrement, je demande aux parents de lui demander de venir. On va voir s'il vient ou pas. S'il vient ou pas, c'est que l'attachement n'est pas totalement sécurisé. Il reste avec le gros monstre de pédiatre plutôt que d'aller se réfugier sur son parent. Une fois sur son parent, s'il continue de pleurer un peu, c'est qu'il n'a pas complètement confiance en son parent. Il a peur que son parent me le redonne. Donc là, on peut parler d'attachement insécurisé facilement. Par contre, s'il arrête, comme souvent, on le voit, complètement de stopper parce qu'il est dans les bras de sa mère, s'il arrête de pleurer, on peut parler rapidement d'attachement sécurisé. Alors, c'est comme ça que déjà, à cet âge-là, associé aux symptômes qu'on a, le sommeil, l'appétit, le comportement avec les autres enfants, déjà, on est capable de voir si on s'en va vers un attachement sécurisé, insécurisé, et faire des prescriptions aux familles ou aux familles adoptives ou pour essayer d'augmenter les occasions d'attachement. Ou de diminuer, par exemple, le nombre de voyages, d'augmenter les contacts avec l'enfant. Et on le fait à n'importe quel âge pour l'enfant qui a une difficulté scolaire aussi, qui est très anxieux à l'école. Bien, qu'est-ce qu'on fait au retour de l'école? Bien, on ne fait pas le repas, on ne s'en va pas faire les courses. On prend 1 heure avec l'enfant avant de faire tout ce qu'on a à faire. Une demi-heure où on lui demande de jouer avec nous, une autre demi-heure où on va faire de l'activité physique, puis une autre demi-heure où on va faire de la lecture, par exemple, pour bien, je dirais, installer la relation d'attachement, ce qui va
permettre la poursuite d'une soirée plus agréable et ce qui va autoriser le parent à cadrer l'enfant. Parce qu'avant de cadrer, il faut toujours faire le lien. C'est pas toujours... On ne dit jamais dans... Je ne veux pas que tu fasses ça. C'est maman t'aime beaucoup, mais tu ne feras pas ça. Non. Donc, le cadre est le même, mais il y a toujours le rappel du lien d'attachement avant la rupture. Mais c'est super facile pour des parents. Il s'agit juste de déconstruire notre manière de parler et notre langage. Puis une fois qu'on a fait ça, l'enfant, il suit très, très bien, puis ça va bien. Parce que parfois, il faut utiliser ça jusqu'à 7-8 ans. C'est un enfant qui a une déficience intellectuelle, qui a un trouble d'apprentissage important, qui a un trouble du langage, notamment, ou les enfants prématurés, la dérégulation, elle n'est pas bonne à 6, 7, 8 ans. Là. Puis il ne faut pas oublier que pour augmenter ces occasions d'attachement-là, il faut permettre à l'enfant de jouer jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans. Donc, et là, c'est une autre problématique franco-française. On ne met pas un enfant à l'école à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans. Là. Un enfant a besoin de jouer 3 heures par jour librement et faire de l'activité physique à 3-4 heures. Donc, s'il n'a pas joué 3-4 heures, puis s'il n'a pas dormi 10 heures, bien, c'est normal que le nombre d'occasions disciplinaires se multiplie. C'est que l'enfant n'a pas suffisamment bougé, puis il n'a pas suffisamment dormi. Mais c'est tout facile, ça. Puis il s'agit de le faire spontanément, que ça s'inscrive dans la mémoire procédurale des parents pour qu'ils puissent passer à d'autres choses, qu'ils puissent sortir comme parents aussi, qu'ils puissent faire l'amour, qu'ils puissent aller voir leurs amis et tout. Parce que sinon, du matin au soir, ils s'occupent de discipline. Donc ça, c'est très important parce que c'est aussi très surprenant. Donc la théorie de l'attachement qui parle d'apaiser l'enfant se mesure, non pas qu'on était assez gentil, mais se mesure au fait que l'enfant et suffisamment d'autonomie pour partir explorer le monde. Tout à fait, parce que donc c'est le signe de l'attachement, oui. C'est la liberté, l'envie d'explorer, de partir à l'aventure. C'est le but de l'attachement. En fait, c'est le plan. C'est un grand stratège, l'attachement. Et puis, c'était une théorie, Fabrice, jusqu'à longtemps. Et puis maintenant, c'est une neuroscience, parce qu'on sait très bien où ça se développe dans le cerveau. L'amygdale cérébrale, le gyrus singulaire et quelle partie du cortex frontal. C'est aussi des neurohormones, l'ocytocine, la sérotonine, les endorphines. Alors, maintenant, c'est tout au niveau neurobiologique et au niveau hormonal. On sait très, très bien que tout cela forme un équilibre homéostasique absolument superbe qui va permettre à l'enfant d'être son propre tremplin, si je puis dire. Alors, la question, comment favoriser, quand on est parent, ce sentiment d'apaisement ou d'attachement? Quelles sont les règles principales pour favoriser cela? Je fais un portrait robot. Dans les premiers mois de vie, il faut regarder l'enfant dans les yeux et le prendre, le bercer, lui offrir au niveau sensoriel les bases de l'attachement. Et là, il faut que ce soit hyper kaléidoscopique. C'est-à-dire que c'est des sons, je chante à l'enfant, je le regarde dans les yeux, je le berce, je le porte, handling, disait Winnicott, je le porte. En fait, les anciens landaux où on berçait. En fait, tout ce qui est sensori-perceptif permet à l'enfant d'acquérir les bases de l'attachement. L'attachement, c'est extrêmement physique. C'est très physique. Un parent qui porterait son enfant comme ça parce qu'il a peur d'y toucher ne développerait pas d'attachement avec son enfant. Donc c'est vraiment le sentiment de se sécure. Oui. C'est le sentiment fondamental, sécure. C'est très animal, en fait. C'est très animal. D'ailleurs, la théorie de l'attachement, elle s'inscrit dans le développement darwinien et tout. Bowlby s'est inspiré de l'éthologie, s'est inspiré des singes de Haslow pour développer, en fait, cette façon de s'apaiser à travers les sens, au départ, ensuite, à travers la parole. Donc, un parent qui parlerait trop et qui porterait peu pourrait insécuriser son enfant, même si ses intentions sont bonnes. Et puis, tranquillement, vers l'âge de 3 à 6 mois, l'enfant va continuer d'avoir une préférence pour la voix maternelle, puis la voix paternelle ou de l'autre parent, ou 2-3 adultes. Mais vers l'âge de 6-7 mois, l'attachement va devenir de plus en plus spécifique,
comme base de sécurité, avec un adulte, puis ensuite un deuxième. Ceci correspond à un développement de l'amygdale cérébrale qui fait que l'enfant va voir vraiment son parent dans sa soupe, va avoir de la difficulté parfois à être porté par un étranger ou va, par exemple, dans une réunion de famille, se mettre à pleurer sur l'oncle et sur la tante, alors qu'à l'âge de 4-5 mois, il aura été très bien peinard. Cette façon de se sécuriser d'une manière particulière avec le parent, vers l'âge de 6, 7, 8, 9, 10 mois, va permettre à l'enfant de s'ancrer véritablement dans une relation d'attachement, va aussi permettre aux parents, parce qu'il fait son travail lui aussi, à avoir un lien avec l'enfant. Il va se trouver plus compétent, le parent aussi. Son expérience parentale va grandir. Ses endorphines, son ocytocine, à lui aussi, père ou mère, va augmenter. Il va comprendre que c'est formidable, que c'est splendide d'avoir un enfant qui a confiance en nous. Et puis, vers l'âge d'1 an, il va s'installer des petites séparations qui sont beaucoup plus faciles à faire quand le lien a été solide, ferme, stable et savoureux, si je puis dire. Alors, les petites séparations commencent à partir du moment où l'enfant marche ou à partir du moment où le parent dit non, tu ne peux pas. Donc, il y a une forme d'autorégulation déjà qui s'installe, qui vient freiner l'amygdale cérébrale, le sympathique, le parasympathique, et qui apporte, je dirais, des petits manques, des petites souffrances, des petites incomplétudes à l'enfant qui lui montrent qu'il ne peut pas être un ogre, qu'il ne peut pas tout avoir, et qui lui montre qu'il est capable d'anticiper le monde, éventuellement de commencer à s'autoréguler, et à pouvoir explorer la planète sans son parent. Alors, tranquillement, vers l'âge d'1 an, 1 an et demi, l'enfant est très, très apte à rencontrer de mieux en mieux d'autres adultes, mais évidemment, la figure d'attachement principale demeure toujours la même, il la retrouve et c'est beaucoup plus facile pour lui. J'ai beaucoup travaillé sur les crèches aussi, de retrouver cette famille d'attachement-là, si je puis dire, après l'âge de 16 ou 18 mois, parce qu'avant, l'enfant, n'ayant pas la pensée symbolique, il oublie son parent. Alors, il peut oublier son parent lorsqu'il est avec une gardienne ou une éducatrice maternelle, de confiance à laquelle il va avoir développé, avec laquelle il va avoir développé aussi une relation d'attachement. Donc, d'un attachement à l'autre, l'enfant se sécurise. Puis, vers l'âge de 18-24 mois, c'est ce qu'on appelle le modèle opérant interne. Il attend quelque chose de positif ou de négatif du monde. Donc, l'enfant n'attend pas qu'on le punisse. L'enfant n'attend pas de recevoir une claque, n'attend pas qu'on le mette en punition dans une chambre si sa relation d'attachement a été sécure. Si elle a été insécure, bien là, il pourrait y avoir beaucoup de modulation à faire. Ça ne veut pas dire qu'il s'en va vers un trouble développemental. Dans les relations insécurisées, il y en a à peu près 15 % qui vont s'en aller vers une relation insécurisée qui tranquillement va s'installer, dans laquelle tranquillement va s'installer une pathologie quelconque développementale, un trouble des comportements, un trouble de conduite, un trouble anxieux ou un trouble de l'attachement. Alors, dans ce que vous avez dit, qui est surprenant par rapport au discours ambiant, c'est que dans la théorie de l'attachement et donc dans la volonté d'apaiser l'enfant, le fait de lui dire non est tout à fait constructif et nécessaire. Ah ben oui. Et donc, le mythe de l'enfant roi ne vient pas du fait qu'on aurait apaisé l'enfant, parce que dans l'idée un peu, si on apaise trop l'enfant, c'est l'enfant roi, donc il faut lui mettre des limites. Mais en fait, c'est pas du tout, là on est un peu, c'est un peu faux, au contraire, vous montrez très bien qu'au fond, l'enfant roi, c'est un enfant qui n'est pas apaisé. Qui n'a pas été apaisé, puis qui est déjà rendu, qui a 3, 4, 5 ans, et qu'on continue d'apaiser comme un petit bébé parce qu'on a été incapable de s'en séparer, ou encore qu'on est obligé d'apaiser sans arrêt parce qu'il est devenu agressif avec d'autres enfants parce qu'il est lui-même insécure, ou qu'on laisse aller parce qu'il est fuyant, et puis il n'y a jamais eu de relation solide avec des adultes, et puis à un moment donné, on baisse les bras, puis on le laisse aller et prendre n'importe quoi. L'enfant roi n'a aucun rapport avec ça. Donc en fait, l'enfant roi, c'est le contraire de ce qu'on explique souvent. L'enfant roi, qui est dénoncé, c'est pas un enfant qui a été
trop aimé auquel on n'a pas dit non, c'est un enfant qu'on n'a pas aidé à se construire. Tout à fait. Donc Tout à là, fait. Et pour lequel on n'a pas mis des limites ou on n'a pas expliqué des règles, mais dans la sécurité affective, dans l'amour et l'amitié. Et là, il devient roi parce qu'à un moment donné, un adulte cesse d'intervenir. donc c'est une forme de maltraitance. Ah ben, tout à fait. Ça, c'est très important. Le manque de cadre, le manque de règles est une forme de négligence parentale importante. Alors, en France, donc, il y a ce débat qui prend beaucoup de place avec le travail de Goldman, Oui. qui est vraiment sur le devant de la scène. Que j'ai pas compris du début à la fin. J'ai pas compris d'où sortait cette hargne, cette violence contre l'enfant. Ça m'a beaucoup choqué. J'ai trouvé ça humainement difficile à entendre. Un enfant qui agit mal n'est pas un enfant méchant, n'est pas un enfant qui est en attente de punition, qui est en attente de contraintes, Parce que donc, de mise au banc. Sa thèse, c'est l'enfant qui agit mal, l'enfant qui ne mange pas ce qu'on lui donne à manger, ou l'enfant qui fait un caprice, c'est qu'il y a quelque chose de négatif en lui et qui nécessite d'être puni. Donc on peut dire, elle revient... On peut dire au behaviorisme. Ah oui, d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est les attitudes qui sont prescrites, parce que j'ai lu quelques écrits d'elle, où j'ai entendu aussi, sont des vieilles écritures behavioristes qui reposent sur aucun fondement scientifique. Mais alors là, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Il y a beaucoup de science autour de l'attachement. C'est extrêmement précis ce qu'on connaît. Et la science de la conduite autour de l'enfant, des comportements, de la parentalité, du parenting et tout, a mis un peu plus de temps à se développer que la science de l'attachement. Il y a eu plusieurs façons, mais très clairement, agir d'une manière violente ou en bouder l'enfant, le réprimer affectivement, est quelque chose qui nuit à tous les enfants du monde. Là. Donc vous êtes complètement en désaccord avec son idée que l'idée du time out, donc l'idée que quand l'enfant désobéit très jeune, on le met tout seul au coin ou tout seul dans sa chambre pour qu'il se calme, c'est une manière d'affirmer son autorité, ça n'est pas juste. Ben, la chaise, le bonnet d'âne. Quand j'ai lu le mot time out, j'ai eu quelque chose de très vintage dans la tête. Je suis vraiment nord-américain. Mon papa, d'ailleurs, étudiait avec le fameux docteur Spock à Cleveland, en Ohio. Donc, mes parents étaient de l'école de Spock qui, à la fin des années 40, essayait de se débarrasser du time-out. Et puis, cette expression-là, je pense que je ne l'avais pas relue depuis 30 ans dans les écritures autour de la parentalité. Et le time-out, non, c'est à abandonner, mais complètement. Premièrement... Pourquoi c'est pas nécessaire? Pourquoi c'est pas juste? Ben, premièrement, ça sert à rien. Parce que ça met l'enfant dans une situation de culpabilité, d'attente, d'incompréhension par rapport à ce qu'il fait. S'il est intelligent, l'enfant, moindrement, il peut se préparer à faire pire la prochaine fois. Et puis, il ne nous viendrait pas, en termes de droits humains, de faire ça à un adulte ou à s'exprimer comme ça avec qui que ce soit. Donc, ça nie l'enfant, ça chosifie l'enfant, ça nie l'enfant comme citoyen. Mais surtout, si l'enfant a vécu des malheurs, alors là, on peut s'exprimer que on peut supposer que c'est un enfant qui est un peu plus difficile à cadrer déjà, ou qui va faire plus de crises affectives, qui va lancer sa nourriture, ou qui va refuser de s'habiller le matin, ou qui va faire une crise juste parce qu'il y a une bonne surprise, bonne ou mauvaise. Mais si l'enfant a le moindrement vécu des malheurs et qu'on l'envoie en time-out, on transforme son sentiment de culpabilité en honte. Alors là, c'est vraiment tout l'enfant qui en souffre et pas son comportement. C'est tout ce qu'il est, c'est pas ce qu'il a fait. Et en nourrissant la honte, tranquillement, l'enfant comprend qu'il n'est pas apaisé par les adultes. Alors, ça va s'exprimer d'une manière horrible, généralement avec sa mère, donc le premier lien, ensuite avec le parent ou encore avec la fratrie. Et il va donc faire la même chose ensuite à la crèche
ou à l'école, donc avec son professeur ou avec les amis. Et tranquillement, vers l'âge de 6 ou 7 ans, ça va être un enfant qui va vivre la honte, qui va avoir des comportements belliqueux ou des comportements anxieux. Le time out, c'est vraiment c'est de la vieille pédiatrie avant même que la pédiatrie soit inventée. On peut parler de time in, par contre. Et ça, c'est très soulageant pour beaucoup de parents qui ne savent pas quoi faire parce qu'ils se retrouvent souvent dans l'idée que devant une crise, à 3 ans ou 4 ans, cette crise-là, elle doit être assumée. Ce qu'il faut ce qu'on explique, je travaille avec une psychoéducatrice aux parents, c'est que si la crise survient, premièrement, on se met à la hauteur de l'enfant. En général, un peu plus bas pour lui donner l'impression de nous dominer, ce qui n'est pas vrai. Et on lui demande de dire tu es triste et tout. Il faut que le bas du cerveau puisse s'exprimer. Donc, les émotions, tu es pas content, tu voulais ça, etc., pour qu'il parte. Et là, tu arrêtes. Tu arrêtes ou on continue. Tu choisis, oui ou non. Il faut que ce soit... On n'explique pas beaucoup. C'est assez clair. Quand on regarde une bonne approche attachmentiste, on a l'impression qu'on détaille peu, mais c'est très clair, c'est très pragmatique, oui ou non. Alors, si l'enfant n'arrête pas, là, peut-être qu'il doit être mis dans un autre lieu dans la maison. En général, on choisit un lieu qui est assez public, là, dans la cuisine, le salon, le couloir, puis un lieu qui n'est pas punitif. Donc, c'est pas une chaise, c'est pas un tapis clouté, là. C'est un endroit où il y a même des photos et tout. Moi, en général, je donne ma photo sur Google pour qu'ils puissent savoir que c'est le coin du Dr Chicoine et tout. Et on va dans le coin, mais le parent doit se déplacer dans le coin. Ça, c'est hyper important. Donc, c'est le contraire de remettre l'enfant tout seul. Il est en crise, il ne fait pas ce qu'on veut, on l'enferme dans sa chambre, qui est une négation de son existence, de son humanité. Oui. Donc, ce que vous dites, c'est en identifiant quelqu'un à son comportement, oui. Il y a quelque chose d'une négation de son humanité qui entraîne une plus grande souffrance et une incapacité à pouvoir se développer et progresser et comprendre ce qui lui arrive. Tout à fait. Et en l'accompagnant, on comprend que le parent se fait chier, que c'est pas drôle d'être assis dans un coin avec un enfant. C'est pas le meilleur moment. Souvent, avec les parents, on met des bouts de passe intéressants. Au Québec, c'est sirop d'érable. Ici, ça pourrait être salsifis, je sais pas, là. Comme quoi, je sais, ma grande ou mon grand, que tu es en train de te faire chier avec le petit à terre, là, mais c'est ça. Puis on attend. Ça peut être long au début, mais si on le fait régulièrement et tout, au bout de 2-3 semaines, c'est presque déjà terminé. Ensuite, on peut faire une petite réflexion de 2-3 minutes avec l'enfant. Mais il y a des jouets dans cet endroit-là. Il y a des livres, il y a des trucs. Et puis, on peut reprendre jusqu'à 4-5 fois par jour si la problématique est importante. Vous voulez bien redécrire ce que c'est Donc, mon enfant fait une crise. Comment je fais? Je me mets à sa hauteur, j'écoute ses sentiments, je lui donne le choix d'arrêter ou pas, oui ou non. Tu choisis. Je lui donne toujours des choix. Un enfant de 3, 4, 5 ans, là, on imagine. Et si ça ne marche pas, bon, tu choisis d'aller dans le coin ou encore, je te donne une chance parce que je t'aime beaucoup, théorie de l'attachement, je t'aime beaucoup, je peux te donner une deuxième chance, même si je n'apprécie pas ton comportement. Tu choisis, oui ou non? Non, non. Alors, nous allons dans le coin ensemble. Je te donne la main ou tu y vas et je te suis. Toujours multiplier les choix. OK? Et une fois rendu dans le coin, on s'installe et puis il fait ce qu'il a à faire. Il se calme. S'il veut s'en aller, on peut si le parent n'est pas violent, on fait toujours attention à ça. Si le parent n'est pas violent, on peut l'enrouler dans une couverture ou encore s'il se met à hurler, par exemple, je veux faire pipi, t'es con et tout, parce que ça peut aller jusque-là. On n'écoute pas, on dit non, je suis pas con, c'est tout, tu te calmes, tu te calmes, tu te calmes. Alors, ça peut prendre 1 heure la première fois qu'on le fait, mais après ça, c'est 10 minutes, 15 minutes. Si on le fait régulièrement, au bout de 3 semaines, c'est fini pour toute la vie. Là. Ouais, parce qu'il a compris comment se réguler ses émotions, c'est ça? Oui, à condition de recevoir des occasions d'attachement en plus. Parce que l'enfant qui fait ça est souvent l'enfant qui a manqué de relations d'attachement, ou pour des bonnes raisons, ou pour des mauvaises raisons. L'enfant qui fait un caprice à table, il a 3 ans, il veut pas manger. Il n'y a même pas de caprice dans mon vocabulaire, Fabrice. Il n'y a pas de caprice. Voilà, donc déjà, ouais, très bien. Vous et moi, on peut faire des caprices, mais pas l'enfant. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant ne veut pas manger. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans son esprit? Qu'est-ce que je peux faire? Et pourquoi l'approche donc de Goleman de le punir?
Ben, s'il ne veut pas manger, il ne veut pas manger. C'est à lui de manger ou pas. Là. Donc, on ne le prive pas de rien. S'il ne veut pas manger, ben, il reste à table. Puis si ça devient un peu intolérable, on met un papier là-dessus, on le met au frigo, puis on passe à une autre étape. Et puis, il peut très bien... la quantité de repas ou le fait de manger ou pas avec les autres, c'est l'enfant qui régule ça. C'est pas l'adulte qui est responsable de ça. Non? L'adulte est responsable du choix des aliments, c'est tout. On ne se met pas non plus dans l'idée qu'on pourrait avoir d'une approche attachmentiste à mettre la nourriture dans des petits avions, des bateaux, puis en essayant de faire les cons autour de l'enfant. Ça m'énerve, ça. C'est ça. L'enfant, c'est un individu. C'est un être humain qui a tout simplement besoin d'amour, d'apaisement autour de lui et qui a besoin de règles, puis qui a besoin d'un médiateur pour comprendre les règles. Et puis ces règles-là, elles commencent à s'apprendre. L'attachement, la capacité de comprendre que son parent est épuisé et tout, ça commence vers 3 ans, 8 mois, donc à peu près 4 ans. À partir de 4 ans, on peut attendre ça. Mais à 2 ans, on n'attend pas ça, là. Ça ne peut pas arriver encore. Donc punir un enfant à 2 ans parce qu'il ne comprend pas que son enfant est épuisé. C'est ordinaire. Donc, beaucoup de ce que vous voyez chez Goldman et tout ce qu'on est en train de se c'est développer la maltraitance éducative ordinaire, oui. C'est important. C'est des trucs qui contentent les parents. C'est pas pour rien qu'elle fonctionne. Madame Goldman, elle est hyper agréable à écouter, à voir, à entendre. Son vocabulaire est très séduisant, mais c'est de la maltraitance douce pour un adulte. C'est pas... Mais c'est surtout que c'est inutile et que ça peut être nuisible, je dirais, aux enfants qui sont déjà insécurisés. On pourrait dire le tiers des enfants. Si on applique ça à des enfants défavorisés, à des enfants migrants, à des enfants qui ont déjà eu des traumatismes ou qui voient, qui ont déjà vu de la violence ou dans la maison et tout, évidemment, on entretient la violence. C'est vraiment le cycle de la violence qui va commencer. Autrefois, lorsqu'on maltraitait ces enfants ou qu'on était violent avec eux, on était en petit comité. Maintenant, là, le petit comité n'existe plus. Tout de suite, l'enfant, il est partagé sur la place publique et tout. Et tout de suite, ces comportements-là peuvent être contagieux. C'est de la contamination. Alors, et quel est votre regard donc sur le travail d'Isabelle Filiosa et son livre, qui est un peu le bilan de 20 ans de réflexion sur l'éducation? Je viens de lire son dernier livre à Isabelle, puis j'ai commencé à lire ce qu'elle faisait, parce que malheureusement, j'ai découvert ce qu'elle faisait à travers le débat qui s'était installé autour de la parentalité positive, qui, pour un pédiatre nord-américain, est quelque chose de... complètement étranger. Et pourtant, je connais bien la France, puis des fois, je peux prévoir les dossiers. Celui-là, je ne l'avais pas vu. Isabelle, tout ce qu'elle décrit, je suis d'accord à 100%. Et elle va s'inspirer des neurosciences, des attitudes, et puis en plus... c'est vraiment pas une éducation laxiste, Isabelle Filiosa, là, c'est très clair. Étrange. Je suis très étonné, moi, qui ai lu son livre, de voir dans la presse et les médias qu'elle est partout caricaturée comme laxiste. Alors non, au contraire, pas du tout. Au contraire, extrêmement... je la trouve même cadrante. Je dirais qu'elle est plus cadrante qu'une mère moyenne. Elle est très cadrante, puis elle défend très bien l'importance du cadre et des règles. Dans son dernier livre, elle fait quelque chose qui m'a amusé, moi, que je n'aurais jamais pensé à faire, que j'aime la différence entre l'interdit et la règle. C'est très, très puissant, ça. Donc, vous voulez bien expliquer? Elle explique qu'il y a des règles qui sont suivies par les adultes, qui sont suivies par les enfants. Les enfants qui imitent les adultes, puis les adultes qui aiment enseigner quelque chose aux enfants. Et donc, il y a des règles. Moi, j'utilise ça, j'appelle ça la loi de la maison. Il y a des règles, puis on est tous là. Les parents sont là, c'est des êtres humains. Ils n'aiment pas ça se faire engueuler. Ils n'aiment pas ça que le repas à table qu'ils ont préparé se passe mal. Donc, ce respect-là, elle le souligne sous le nom de règles. Et puis, c'est bien suffisant. Il n'y a pas besoin d'interdits. Les seuls interdits qui doivent exister, c'est pour la sécurité de l'enfant. Par exemple, il va chuter en bas des escaliers ou il peut s'ébouillanter et tout. Donc, si quelque chose peut être grave dans les minutes qui suivent ou pour l'avenir de l'enfant, effectivement, là, il doit y avoir un interdit. Mais c'est un interdit qui est relié, finalement, à une compréhension de l'âge. Mais pour le reste, elle célèbre les règles. Et puis, moi, ça me fait du bien. Puis je revoyais des trucs de ma propre enfance comme pédiatre quand on lit sur la parentalité. Puis les parents sont aussi comme ça. On revoit aussi comment, c'est ça qui est le plus dur, comment on a été éduqués, élevés. Et s'il y avait eu des traumatismes et si nos parents étaient franchement
pas aussi bon qu'on le pensait ou pas aussi mauvais qu'on le pensait. Et quand je relis ça, je me dis que heureusement, moi, avec le caractère que j'ai eu des parents qui me mettaient des règles parce que je serais devenu un fier délinquant, non? J'aime beaucoup les règles à ce niveau-là. Pour moi, c'est une source de liberté. Puis plus il y a des règles, comme elles sont établies, que ce soit par Isabelle ou par la théorie de l'attachement, bien, plus l'enfant, il est à même de développer son langage, son jeu et surtout, une chose qui est en perte, son imagination. L'imagination, ça sert à à s'auto-soumettre à un endroit qui n'existe pas pour soulager son anxiété ou sa frustration. Alors, plus il y a de règles, plus les enfants sont imaginatifs. Moins ils ont de règles, plus ils imitent et puis ils font les cons. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est que cette théorie behavioriste, qui est aujourd'hui incarnée par Goleman, ne donne pas des règles à l'enfant, mais une forme de coercition traumatisante. Oui, puis des interdits traumatisantes et très traumatisantes pour à peu près le quart des enfants. Tous ceux qui ont vécu des traumatismes, des blessures, de la négligence, de la malnutrition, de l'abandon. Moi, si j'appliquais Goleman aux enfants d'adoption nationale et internationale, c'est la clinique que j'en parle, ça serait une pure catastrophe. Je pense que j'aurais au moins 30 % de réabandon d'enfants, puisque les enfants s'attendent. Parce que l'idée de la théorie de l'attachement, c'est que si vous avez été élevé dans la violence ou dans la négligence ou dans la défavorisation en général, vous vous attendez à ce que le monde vous offre la même chose, que les adultes fassent la même chose. Donc vous n'avez plus confiance dans le monde. Vous n'avez plus confiance dans le monde. Donc s'il n'y a pas de théorie d'attachement, si vous n'êtes pas cet attachement sécure, vous n'avez plus confiance dans le monde. Et c'est ça qui crée de l'angoisse, de la panique. Vous avez peur du monde, où vous attendez rien des adultes et tout. Et c'est ce qui est tout à fait reproduit à partir du moment où il y a des preuves réelles que l'enfant n'est pas aimable, n'est pas mignon. Donc c'est ce que vous écriviez comme la honte, le sentiment de honte. Je ne suis pas aimable. Voilà. En fait, je ne suis pas aimable, c'est le renversement. Je ne me sens pas aimable parce que je n'ai pas été reconnu comme ayant été aimable. Totalement. Et s'en suivent plein de symptômes cliniques. Bon, l'enfant qui va faire plus de crises à table, le trouble du sommeil qui est devenu un méta-problème, si je puis dire. C'est sûr que les enfants qui sont insécurisés vont avoir plus de difficultés à s'endormir et vont se réveiller plus souvent et vont faire des nuits plus courtes. Et c'est des enfants qu'on va abandonner plus facilement aux écrans parce qu'une moyenne de parents en peuvent plus. Donc, ils vont se développer avec du virtuel plutôt qu'avec du réel et de la 3 dimensions. Donc, vous avez travaillé aussi sur cette question des écrans, qui aussi anime beaucoup la réflexion. Que faire avec nos enfants par rapport aux écrans? Je dois avouer que je viens de lire, c'est sorti cette semaine, le rapport français, la commission qui a été lancée par M. Macron, qui s'appelle « À la recherche du temps perdu ». Et puis, je suis assez impressionné par l'audace du rapport qui m'a plu beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que dit le rapport et qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Le rapport mène loin quelques idées. Premièrement, une idée mise à l'avant par le professeur Tisserand, aussi, comme quoi les écrans ne sont pas utiles avant l'âge de 3 ans, mais ils vont plus loin, même avant l'âge de 6 ans. Donc, si un enfant n'a pas d'écran avant l'âge de 6 ans, c'est bon. Vous êtes d'accord avec ça? Et les recherches montrent ça? Ah oui, les recherches montrent ça très, très clairement. Qu'est-ce qui se passe quand l'enfant est devant un écran avant 6 ans? Son retard de langage, retard cognitif, retard affectif. Les écrans apportent très, très peu de choses avant l'âge de 6 ans. Sinon, quelques éléments qui sont mis de l'avant dans le rapport, par exemple, pour rencontrer son grand-parent ou son oncle, sa tante sur Skype d'une manière non habituelle, là, 2-3 fois semaine. Ça peut être utile pour certains enfants qui ont des troubles neurocognitifs. Moi, je m'en sers beaucoup avec les enfants qui ont de l'alcoolisme fœtal pour leur mémoire spatiale et tout. Donc, on peut, avec les tablettes, C'est quoi l'alcoolisme fœtal? C'est les enfants qui ont souffert d'alcool pendant la grossesse parce que leur maman buvait. C'est à peu près 3 à 4 % de la population. C'est des enfants qui ont une intelligence basse,
des troubles de conduite, des troubles d'attachement congénitaux qui sont importants. En fait, il y en a 2 fois plus que les enfants autistiques, mais ils sont sous-diagnostiqués. C'est énorme. Ils ont parfois un syndrome particulier qu'on peut repérer au visage, mais parfois simplement des atteintes neurocognitives, beaucoup spatiales. Alors, comme ils ont de la difficulté avec leur mémoire et leur mémoire spatiale, on utilise des tablettes à peu près 20 minutes par jour avec les parents, souvent des parents de familles adoptives, pour essayer de faire de la remédiation cognitive avec ces enfants-là. Mais c'est des exemples particuliers. Puis on sait aussi que une demi-heure de télé chez un enfant qui serait très puis il l'exprime dans le rapport bien, qui serait peu enclin à voir beaucoup d'autres adultes, une télé éthique qui pourrait promouvoir certaines valeurs sociales et certains termes de langage. Mais évidemment, plus d'1 heure de télévision, déjà dès l'âge de 2-3 ans, on tombe dans les retards de langage. Mais ce que le rapport fait d'une manière audacieuse, et il le décrit pour une première fois, très clairement, c'est l'achat du smartphone, le téléphone cellulaire ou le téléphone portable, pour moi, au Québec. Là. Donc, pas de téléphone avant 11 ans. Puis ensuite, un téléphone utilisé comme un téléphone entre 11 ans et 13 ans, c'est-à-dire pas de données, rien. Et surtout, les réseaux sociaux pas avant l'âge de 15 ans dans le rapport. Et ça, c'est extrêmement audacieux et extrêmement noble. C'est pas du tout la situation actuelle. Ah ben pas du tout. À quel âge aujourd'hui les enfants... En France, ils disent dans le rapport aussi, c'est à peu près 30% des enfants vont déjà avoir accès aux réseaux sociaux à 8 ans. Et puis au Canada, 5 ans, même chose. Même chose. C'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose partout. C'est comme quelque chose qui est une vague de front qui est arrivée dans les familles, qui a été très, très intrusive. Et c'est vraiment la portabilité et le réseau social qui est quelque chose qui est bien mise de l'avant dans ce rapport-là et qui, depuis 2008, réseaux sociaux, portabilité, c'est à peu près 2008, a compliqué beaucoup le stress des familles, l'agressivité des enfants, éventuellement les phénomènes dépressifs par rapport aux images qu'ils consultent, l'anxiété. Il y a quelque chose qui a échappé à l'humanité tout entière, au gouvernement, aux familles et tout, avec les réseaux sociaux. Les enfants ont accès à une pornographie lourde, où il y a beaucoup de violence contre les femmes, rapidement, à l'âge de 11 ans, 12 ans, ils sont dérangés sans arrêt. Moi, je ne suis pas revenu. Quand j'ai lu ça, qu'à 11 ans, la majorité des enfants étaient confrontés à la pornographie, ah ben oui. J'ai tombé à la renverse. Tout à fait. Et il y en a qui subissent de la honte autant que si c'était Caroline Goldman qui tenait le smartphone. Là. Ils n'aiment pas voir ça. Et ils sont mal dans leur disposition de tous les jours. Et surtout, l'addiction est très, très importante. Alors, c'était important, vous l'avez fait, je pense, il y a quelques années, de couper le téléphone dans les écoles. Mais il faut aussi le couper dans les salles de récréation, dans les gyms, et tout pour que l'enfant puisse être séparé de cette sollicitation-là. J'ai aimé dans le rapport, j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'espère que vous n'allez pas le laisser de côté, là, parce qu'il y a souvent des bons rapports en France, puis vous en servez pas. Nous, on s'en sert, mais on ne fait pas le rapport. C'est ça. Il y a quelque chose de pragmatique dans le nord-américain où il y a moins de débats d'idées, de pensées et tout, puis tout de suite, on fait quelque chose. Ici, c'est toujours intéressant, mais c'est dans l'action des fois, si je peux me permettre, où on ne voit pas nécessairement cela. Mais dans l'action, il y a des choses qui seraient formidables à faire et bravo pour ceux qui ont fait ça. Bravo. Donc, à quel âge il faut donner un téléphone portable à un enfant, vous diriez? Avec un réseau, pas avant l'âge de 13 à 16 ans, non? Et aujourd'hui, on voit beaucoup, avec les téléphones et tout ça, et les réseaux, le harcèlement. Ah oui, clairement. Est-ce que vous voyez ce phénomène aussi? Et qu'est-ce que c'est ce harcèlement? Comment prémunir les enfants du harcèlement? Enfin, prémunir les enfants de devenir harceleurs? Et que faire avec nos enfants qui se sentent harcelés? Là, on vient de voir dans les médias dernièrement un enfant de, je crois, 10-11 ans qui s'est suicidé tellement il était harcelé. C'est quelque chose qui est complètement bouleversant. Premièrement, les réseaux sociaux, le harcèlement est encore plus fort sur les réseaux sociaux que dans la nature physique. C'est une intrusion constante. Donc, c'est sûr qu'intervenir sur les réseaux sociaux, c'est déjà intervenir sur le harcèlement.
il y a aussi dans le ton des adultes, que ce soit les politiciens, les nouvelles à la télé et tout, un niveau d'intrusion et d'agressivité importante, surtout quand on voit... Vous savez, les Québécois ont été très affectés par ce qui se passe aux États-Unis avec Trump et tout. Pour moi, tu sais, j'ai été élevé avec l'idée que les États-Unis nous protégeaient, que c'est un endroit où on pouvait aller à la mer, qu'on mangeait comme les Américains, qu'ils avaient délivré les Français à la guerre et tout. Pour moi, j'avais une image très positive de mon américanité, si je puis dire. Puis depuis l'arrivée de Trump, puis cette remise en question de la justice, des lois internationales, il y a le fait qu'on peut être intrusif avec n'importe qui aussi. Et dès l'âge de 6 ou 7 ans, les enfants se modélisent sur des adultes qui sont transgressifs, je pense, et que ça participe beaucoup avec les réseaux sociaux à ce qui se passe. Beaucoup plus que la discipline ou l'indiscipline et tout. Il y a des familles indisciplinées, il y a des familles où il n'y a pas suffisamment... Des familles très débonnaires, très nature, qui ne veulent pas de couches pour les enfants, pas de vaccins et tout. Il y en a. Et vous en avez aussi qui sont encore très répressives, très violentes, très autoritaristes. Puis dans le milieu, il y a des parents entraîneurs, mais je pense qu'il y a une moyenne de parents entraîneurs qui sont capables de comprendre et qui veulent le meilleur pour leurs enfants. Mais ils doivent opérer leur petit cocon familial avec des ouvertures sur les connaissances publiques là, qui les protègent. La parentalité, c'est un peu comme la sexualité, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de très personnel aussi. Et les parents sont quand même capables de liberté dans tout ce qu'ils entendent. Mais je ne connais pas de parents qui aiment faire violence ou qui avouent aimer faire violence à son enfant, à moins d'être extrêmement souffrant lui-même. Alors comment on fait pour protéger son enfant du harcèlement? Si je sens que mon enfant... Premièrement, il faut... on peut le faire sous forme de jeu, toujours en famille, dans la famille, en donnant des exemples. Est-ce que c'est correct ou pas? Moi, j'aime beaucoup que les parents lisent des histoires. Je leur fais lire à tous mes patients, ils lisent à peu près 10 à 20 minutes avec les enfants dès l'âge de 6 mois. Et ça, c'est une belle habitude. Et puis, on sait maintenant à quel point la lecture à haute voix les amène dans une forme de narrativité, de compréhension des personnages et des autres. Puis, dès l'âge de 4-5 ans, ils comprennent bien les situations sociales. Donc, j'aime bien qu'on lise un livre, qu'on regarde une nouvelle, à la limite, vers l'âge de 6 ou 7 ans, un film pour revenir là-dessus. À partir du moment où il y a une médiation d'un événement, et souvent même des événements d'actualité, les enfants peuvent commencer à écouter l'actualité vers 6 ou 7 ans, même si elle est de plus en plus lourde. À partir du moment où il y a un retour du parent là-dessus, bien, l'enfant déjà est en train de progresser avec son jugement, son sens moral. On s'entend, un enfant bien attaché. Donc un enfant bien attaché, par le sens moral et le sens du jugement, oui, se protège du harcèlement. Ah oui, totalement. Pourquoi? Parce qu'il va protéger sa survie, il va protéger son corps, il va protéger ses relations, il va protéger la vie, il va protéger le mouvement, puis parce que ça lui donne du plaisir, parce que il y a des éléments neuroceptifs, il y a des éléments neurobiologiques, mais au bout du compte, quand on est bien, ben, c'est le centre de la récompense qui foisonne et puis qui fait de la dopamine. Et puis, en fait, c'est qu'il va retrouver le plaisir que le joueur ou le violeur retrouve, mais à travers une relation humaine. Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire. C'est que le joueur ou le violeur, il cherche... Quoi, le violeur? Le violeur, un violeur, une personne agressive, un criminel ou un toxicomane va rechercher du plaisir à travers un centre de la récompense qui lui donne de la dopamine, d'où l'addiction. Mais on peut avoir une addiction aux relations humaines positives. Et c'est ce qu'offre l'ultime, je dirais, passage empathique de l'attachement. C'est qu'au bout du compte, ça donne du plaisir. Et c'est pour ça qu'on y revient. C'est pour ça qu'on rencontre des amis. Et c'est pour ça qu'on veut tomber en amour. Et c'est pour ça... parce que ça donne du plaisir. Et ça, c'est la dopamine qui vient s'exciter. Alors, c'est important de comprendre que c'est l'ultime but
d'une relation saine. Donc, si c'est une relation agressive, bien, ça ne donne pas de plaisir à la moyenne des enfants, sauf celui qui aurait un attachement déjà vicié dès le départ ou qui aurait un modèle opérant négatif du monde et qui s'attendrait à voir le monde d'une manière extrêmement négative. Puis ces enfants-là, on les voit venir rapidement. Ces enfants qui aiment le sang, ces enfants qui aiment les histoires glauques, des enfants qui s'habillent toujours en noir, qui portent une casquette dont on ne voit pas les yeux. C'est des enfants qui rapidement vont faire des tatouages très particuliers et qui rapidement vont tomber dans je dirais, le côté sombre de la force, comme disent les parents, là. Et on les voit, ces enfants-là, avec des attachements insécurisés ou des troubles de l'attachement. Donc, vous dire que les enfants qui sont violents avec d'autres enfants et qui induisent donc ces formes de harcèlement, ça vient chez eux souvent d'un trouble de l'attachement. Souvent, très souvent. Très souvent. Alors, mais alors, ce que je n'ai pas compris, c'est comment faire pour protéger pour donner à mon enfant la capacité de se défendre en cas de harcèlement. Premièrement, mon enfant est harcelé, comment je peux l'aider? Faire des mises en scène du monde, là, comme on lui explique n'importe quoi, comme on peut lui expliquer un voyage, un beau paysage, une relation humaine, on lui explique que certaines personnes peuvent rentrer dans son univers et qu'il a le droit de dire non, qu'il a le droit et qu'il devrait dire non. On peut le faire sous forme de jeu ou sous forme de quiz. Moi, j'ai un taekwondo des mots où on fait, par exemple, un enfant te harcèle. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'envoies chier, c'est 1. Tu pars à courir, c'est 2. Ou tu en parles au professeur, 3 points. Bon, si tu en parles au professeur, tu as 3 points. C'est très bien. Donc, en parler au professeur, par exemple, s'il y a une situation de harcèlement. Donc, on parle sous forme d'histoire et de jeu de la situation que l'enfant rencontre pour qu'il ait dans la situation, qu'il ne soit pas démuni et qu'il ait des ressources pour pouvoir y faire face. C'est ça? Le langage, le jeu, l'imagination, c'est tout ça qu'il faut utiliser avec les enfants et non nécessairement la psychologie, la parentalité qui peut avoir l'air un peu rébarbative. Mais à partir du moment où on donne des moyens imaginatifs, on en parle et on le montre aussi concrètement. Avant l'âge de 6 ou 7 ans, les enfants possèdent pas toutes les subtilités du langage. Donc, ils aiment voir la chose, le dessiner, le montrer, le faire en comptine, le faire en bricolage ou prendre des objets. Donc, on ne dit pas à l'enfant, voilà ce qu'il faut faire, tu devrais faire ça. C'est ennuyant, tout ça, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux. On le fait, on donne des outils pour qu'il se défende. Ça ne donne pas de dopamine. Ah oui, c'est par le plaisir qu'il va comprendre comment se réussir. Par le plaisir, par la relation qui donne du plaisir. Alors, un autre axe dont je voulais aborder, parce que vous avez énormément travaillé dessus, c'est le déficit d'attention, TDAH. Qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de symptômes au départ, donc l'attention, l'impulsivité, l'hyperactivité. Alors, l'impulsivité vient souvent, l'hyperactivité pas tout le temps. Donc, il y a le TDA, le TDAH. Alors, c'est des composantes neuropsychologiques, donc une particularité du lobe du cortex frontal qui est moins bien développé ou développé avec des circuits un peu aberrants chez certaines population, qui est génétiquement transmis aussi, il y a une grosse pénétration génétique, mais qui peut aussi venir de d'autres facteurs. Par exemple, un enfant prématuré, donc né en bas de 2500 grammes aussi, un petit poids de naissance en général, peut avoir plus d'incidence de TDAH, ou les enfants mal nourris, ceux qui ont subi la malnutrition. Donc, il y a une quantité de facteurs écosystémiques qui fait que certaines enfants vont avoir une attention qui est plus fragile, une attention ciblée pour les choses, une attention générale soutenue dans le temps, ou encore une mémoire de travail, la capacité de mémoriser des éléments particuliers qui va être diminuée. Ceci en ajout avec de l'impulsivité. Donc, c'est à peu près partout dans le monde. Alors, on s'est aperçu que le TDAH, c'était partout, que ce soit en France, en Asie, au Québec. C'est à peu près entre, on pourrait dire, 5 à 7 % d'une population. 2 à 4 % en souffrent peu.
Hein? C'est des gens qui sont moins attentifs, plus hyperactifs, qui ont souvent des comportements plus artistiques ou qui sont en général parfaitement fréquentables parce qu'ils ont une façon de voir la vie qui est brouillonne, qui manque de planification, ils prennent de la place et tout, mais c'est des personnes qui, s'ils ont été justement élevés dans la sécurité affective et tout, on n'y verra pas. Mais vous avez un 3-4 % des enfants qui en souffrent vraiment et qui a besoin d'une discipline rigoureuse, d'un cadre rigoureux, que ce soit à la maison ou à l'école, pour pouvoir utiliser son intelligence. Parce qu'en fait, le manque d'attention et l'hyperactivité fait qu'on n'utilise plus d'une manière soutenue tout à fait son intelligence. En France, il y a la notion d'enfant HP, à haut potentiel, qui a pris beaucoup d'ampleur. Pour nous, les Québécois, oui, il y a des enfants qui sont en douance, là, à peu près un 3 %, mais dans le nombre d'enfants dits HP en France, il y a beaucoup d'enfants qui sont des enfants qui sont normalement intelligents, mais qui souffrent d'un TDAH, donc d'un déficit de l'attention, qui a besoin d'être adressé, que ce soit à l'école, à la maison, ou souvent soigné par une médication. Alors, les médicaments contre le TDAH, ils sont extrêmement efficaces, les psychostimulants. Il y a aussi d'autres médicaments comme la guanfacine qui viennent les aider. Le problème du TDAH, c'est que le diagnostic est confondant. Un enfant qui manquerait d'attention parce qu'il n'a pas de sommeil ou parce qu'il est trop sur les écrans ou parce qu'il a de l'indiscipline à la maison peut avoir l'air d'un enfant avec le TDAH. Ce qui fait que aux États-Unis, la médication est facilement prescrite. On se retrouve avec 16 à 20 % des enfants des écoles primaires qui prennent maintenant une médication pour le TDAH, alors que le diagnostic, ça devrait être 3-4 %. Puis en France, par contre, globalement, la médication, elle est sous-utilisée, selon moi. Les patients sont souvent sous-traités ou psychiatrisés ou mis en psychologie, alors que c'est vraiment un réel trouble neurocognitif, neurodéveloppemental. Et la médication, elle peut être très efficace d'une manière soutenue, puis il n'y a pas de honte à ça, parce qu'il y a souvent beaucoup de discours autour de ça et tout, mais il y a des molécules qui sont intéressantes maintenant, qu'on peut utiliser et qui changent la vie et les apprentissages des enfants, là. Puis pas juste les apprentissages scolaires, les apprentissages à table, les défis sportifs et tout. Donc, ça a toujours existé ou c'est quelque chose qui est récent? Ça a toujours existé, mais ça a été de plus en plus repéré dans les années 40-50. Et puis, traité avec des stimulants dès le départ et tout. Mais actuellement, c'est surtraité et c'est surdiagnostiqué partout dans le monde. Surdiagnostiqué. Oui. Oh, oui. Moi, dans notre clinique, je dirais que pour un déficit de TDAH, j'enlève deux diagnostics. Alors, donc vous avez dit, c'est du manque de sommeil. Manque de sommeil, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, c'est énorme. Pas parce que ça crée un trouble de l'attention définitif, mais parce que ça capte l'attention. En fait, pour les publicitaires, capter l'attention, c'est extraordinaire. Tout ce qui est exogène, tout ce qui est en dehors du cerveau humain est quelque chose de monnayable. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui manquent d'attention à cause de ça. Alors, les enfants anxieux aussi, puis ça, depuis surtout la COVID, on a une augmentation de l'anxiété et de la détresse du mal-être. Alors, ça donne aussi des déficits de l'attention. Alors, quand on a l'habitude, qu'on a quelques questionnaires et tout, c'est une condition dans laquelle on se débrouille bien, puis pour lesquelles on peut faire des merveilles, là. C'est pas un assommoir, un diagnostic de TDAH. C'est pas une bonne nouvelle, mais c'est quelque chose avec lequel on peut totalement fonctionner tout à fait normalement, puis on peut amener l'enfant à des degrés de scolarité qui correspondent à ce qu'il est, là. Puis avec l'adolescence, il y a beaucoup d'enfants qui ont moins besoin de traitement, à peu près
40 auront plus besoin d'être soignés. À partir du moment où le cerveau, il se développe jusqu'à 25 ans. Et les aspects, non pas de l'attention, mais tous les aspects qui supportent les autres fonctions exécutives, donc la flexibilité mentale, l'impulsivité, la planification, l'organisation, toutes ces facultés-là se développent beaucoup à 16, 17, 18, 19 ans, ce qui fait qu'on a moins besoin de traiter le déficit de l'attention. C'est une condition courante, invalidante quand elle n'est pas prise en charge, mais je dirais très, très nourrissante pour des soignants parce que rapidement, on a des reculs, on commence par la plus petite molécule, on en donne juste un peu et tout, puis ça ajuste énormément de situations. Et il faut aussi faire, parce qu'avec la malnutrition puis les petits poids de naissance, il y a de plus en plus d'enfants qui souffrent de TDAH. Alors, il faut se mettre à la mode. L'autre point, c'est la souffrance mentale des jeunes, et en particulier des jeunes adolescents. On assiste à un vrai problème. Oui. Est-ce que ce problème est plus récent? À quoi il est dû? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense que j'étais très, très, très surpris de voir à quel point tous les diagnostics de santé mentale ou de détresse ont augmenté depuis la COVID. Et puis, très clairement... Ça, dans le monde occidental pas mal entier? dans le monde occidental, partout. Partout. Partout, partout, partout. Moi, j'ai lu l'Europe du Nord, les États-Unis, la France en a, l'Italie en a, partout. Et c'est la même chose aussi, des études chinoises, japonaises là-dessus. On revient un peu à l'anomie d'Émile Durkheim. En fait, on voit que dans les sociétés très bien nanties, très évoluées, il y a un risque de basculement de la santé mentale des forces vives. Et la COVID, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a prescrit l'enfermement. Et l'enfermement, qui a débouché beaucoup sur les écrans, fait que les jeunes ont beaucoup oublié leur corps. On le voit, l'activité physique, le plein air, l'augmentation de l'obésité partout dans le monde, 18-20 %. Donc, c'est une espèce d'activation du corps, qui est aussi une activation de l'esprit, est quelque chose dont le terrain était miné déjà depuis 1 ou 2 décennies. Là. Ça se préparait depuis le début des années 2000. Mais avec la COVID, on dirait que c'est venu surligner, en fait, cet enfermement-là, cette sédentarité-là, cette non-exploration, cette difficulté de prendre des risques. Parce que donc là, on peut rappeler, un des phénomènes les plus frappants, c'est que toutes les jeunes générations vont beaucoup moins dans le plein air, dehors, jouer, qu'on a toute une pensée de la sécurité qui fait qu'on a préféré que les enfants soient à la maison avec un écran plutôt que de prendre le risque de monter aux armes, de courir, de se faire mal. Donc il y a beaucoup moins d'exploration du monde, et ce qui entraîne une forme d'anxiété. Ce qui est une forme d'anxiété qui est ravivée. Moi, j'utilise beaucoup avec les patients cette expression-là, qui est ravivée par les expériences d'inconfort ordinaire. On a une génération d'enfants et d'adolescents qui ne supportent pas l'inconfort. Et qui, ou parce qu'ils ont manqué de confort, amour, sécurité affective, attachement, on en a beaucoup parlé, ou parce qu'ils ont été trop peu exposés à l'exploration. Donc on retrouve là les deux aspects dont on a parlé au début. Tout à fait. L'apaisement, c'est à la fois sentir qu'on est aimé, en sécurité, et qu'on peut explorer le monde, partir à l'aventure. S'il n'y a pas les deux, c'est au fond le manque de ces deux éléments qui entraîne aujourd'hui... De l'inconfort. L'inconfort et la souffrance des jeunes. Et l'inconfort, elle est tellement importante que c'est dans le vocabulaire. Il y a des mots qu'ils ne peuvent plus entendre. Des mots qu'on veut changer, des mots qui blessent, soi-disant, des façons de penser qui sont souvent maintenant contournées pour ne pas blesser tel ou tel groupe ou tel groupe social, tel adolescent. Et cet inconfort-là fait que ça existe sur une base sociétale, mais ça existe
beaucoup sur une base individuelle. On voit de plus en plus de jeunes adolescents qui ne sont pas confortables en groupe. En fait, je vous dirais que comme pédiatre, ils ne sortent pas assez tard, ils ne rentrent pas à moitié. Non, mais c'est-à-dire tout ce qu'on a reproché traditionnellement aux adolescents n'existe plus. Et je vois des parents qui leur donnent un coup de pied au cul pour tu rentreras, puis tu peux rentrer après minuit ou 2 heures du matin. Ils ne sortent plus. Donc, ils ont une expérience d'enfermement qui les rend anxieux, qui les rend dépressifs. Et ça, c'est vraiment très clair dans les écrits scientifiques. L'augmentation de l'anxiété, de la dépression avec les réseaux sociaux, l'augmentation du mal-être en général. C'est comme si les réseaux sociaux, premièrement, leur exposent une image d'eux-mêmes qui n'est pas celle dont ils rêvent, physiquement, psychologiquement. C'est comme s'ils étaient toujours, je dis souvent, en communication, mais jamais en connexion. C'est des choses très importantes parce que ce que vous dites, qui est quand même très radical, sur lequel j'insiste souvent, c'est l'incapacité de supporter l'inconfort. L'incapacité de supporter l'inconfort. Je ne supporte pas l'inconfort. C'est ça qui entraîne la souffrance, la maladie mentale, la dépression. Donc ça, c'est vraiment totalement très important de dire ça. Alors qu'autrefois, ça formait le vivant, l'inconfort. Oui, donc c'est ça. Le fait qu'on ne supporte pas l'inconfort, loin de nous apporter le bonheur qu'on espère, parce que voilà, on pense que si j'ai plus aucun inconfort, je serai heureux. Au contraire, plus moi je supporte l'inconfort, plus je vais devenir vulnérable, faible, fragile et anxieux. Et je vais manquer de capacité à créer du lien. Et il faut tout retricoter ça dans un cabinet, Fabrice. Moi, je passe toutes les activités humaines que je prenais avant pour des évidences avec les adolescents. Mais est-ce que tu fais de la musique? Est-ce que tu sors avec des amis? Est-ce que tu es dans une fanfare, une orchestre? Est-ce que tu danses? Est-ce que tu vas danser? Est-ce que tu vas dans un bar? Quelle sorte de drogue tu prends? Est-ce que tu sors avec des amis? Est-ce que tu es allé voir un film? Quel film tu es allé voir? Est-ce que tu es allé voir un show rock? Qu'est-ce que tu es allé faire? Ils font rien. Je me sens... Et moi, je me dis que là, il faut que j'intervienne avec mon patient quand moi, je me sens dans la situation du délinquant. J'ai l'impression de leur prescrire des activités qui ne sont pas de mon âge et puis d'avoir l'air, là, je veux dire, d'un vieux libidineux. Tellement je leur demande s'ils font quelque chose, c'est quelque chose qui appelle à la vie. Et puis on le voit par leur poids, on le voit par leurs activités, par le peu d'amis qu'ils ont. Et c'est sûr que... Et moi, je suis obligé de le faire parce que j'en ai marre de prescrire des antidépresseurs, des anxiolytiques et des pilules pour dormir à des adolescents. Ce que je ne faisais pas avant. Là, c'est rendu, j'ai une jouissance quand c'est une otite moyenne puis que je prescris de l'amoxicilline. Je me dis enfin quelque chose de pasteurien. Mais là, je prescris de plus en plus de molécules comme pédiatre, d'antidépresseurs, et ça leur fait du bien parce qu'on connaît de mieux en mieux ces médicaments-là. Ils ne sont pas dangereux, mais par principe, j'aurais aimé mieux leur prescrire la vie que de leur prescrire des médicaments. En fait, parce que là, on voit la radicalité de la théorie de l'attachement. C'est qu'on comprenait très bien pour l'enfant que le manque d'attachement crée de l'angoisse et de l'incapacité de comprendre les règles, mais on voit que c'est le même problème qui a lieu pour les adolescents et que ces nouvelles maladies mentales des adolescents ou des jeunes adultes vient aussi de ce manque de dimension d'attachement sécure. Totalement, parce que si on prend la base qui sécurise, qui est une sorte de port d'attache, si je puis dire, de camp de base. Hein? On peut prendre l'allégorie du Tibet avec le camp de base où on va se réfugier ou c'est de la navigation. Je dis parfois, puis j'en sais strictement rien, que Christophe Colomb devait avoir une bonne mère puisqu'il a exploré le monde. Donc, on a mère cette... MERE. Oui, c'est ça. Mais c'est vous l'auteur, là. Mais on a ça. Ensuite,
ce que l'attachement sécure permet, c'est les possibilités d'adaptation. Okay? Donc, adaptation à différents milieux, à sa mère, à son père, à sa famille, à son professeur, à une situation inusitée. C'est comment on s'adapte. Mais évidemment, être en vie, c'est ne pas être adapté. J'entendais ça souvent pendant la COVID. « Ah, les jeunes vont s'adapter, vont s'adapter. » On ne passe pas une vie en s'adaptant. S'adaptant, c'est pas... L'adaptation, c'est pas le bien-être. Mon travail, moi... Je ne peux pas amener les enfants au bonheur. Je ne suis pas un curé. Ça fait partie de leur vie, le bonheur. Mon travail, c'est de les amener vers le bien-être. Mais l'adaptation, ça ne me suffit pas comme pédiatre. Je veux les amener au-delà de l'adaptation. Et là, pour les amener au-delà de l'adaptation, il faut les amener vers les autres. Et c'est quand ils sont avec les autres qu'académiquement, ils peuvent progresser. Humainement, ils peuvent progresser dans une relation avec un groupe d'amis, avec un amoureux, avec une amoureuse. Et c'est jusque-là qu'il faut les amener. Et c'est à ça que servent les bases de l'attachement. Et tout ça se refait à travers les années. Et puis, on le voit avec les jeunes adolescents... Puis je leur dis toujours, quand vous rencontrez quelqu'un que vous êtes en amour, ben, tu sais, ça prend... au départ, c'est le flirt. Ensuite, c'est une relation qui est plus importante, mais ça vous prend au moins 2 ans avec un étranger pour être dans un attachement sécure, là, de partager votre NIP de carte de crédit, par exemple. Hein? Avant d'y arriver, ça prend au moins 2 ans. Et avec les jeunes couples, c'est la même chose. Il y a beaucoup de jeunes couples qui font trop rapidement des enfants. C'est qu'ils font des enfants alors qu'ils ne sont pas en situation d'attachement dans le couple. Elle est utile partout, cette façon de voir le monde. Puisqu'ils font un bébé au bout de 6 mois, bien, au bout d'1 an, ils ne sont plus ensemble. Il faut faire un bébé après 2 ans de fréquentation au moins pour être sûr qu'il y a vraiment un partenariat corrigé quant au but, comme on dit. Puis cet attachement-là, elle se voit en voiture. J'ai travaillé pour la Société d'assurance automobile. Chez nous, il y a des anxieux, il y a des évitants, il y a des solos, il y a des velcros. En avant, il y a des sumo qui conduisent trop vite. Je l'ai fait avec les antivaccinaux, le mouvement anti-vax. La plupart des anti-vax sont des solos, sont des attachements évitants. Si on refaisait l'histoire des anti-vax, on verrait à travers leurs parents, leurs expériences de vie, à quel point ils sont solos, ils font pas nécessairement confiance aux autres, donc pas aux institutions et encore moins, parce que c'est plus difficile, aux compagnies pharmaceutiques. Alors, cette façon de voir le monde, on aurait presque l'impression qu'il s'agit d'une philosophie de vie, mais je dirais que c'est une trajectoire du soignant pour moi, et c'est une façon d'éclairer tout ce que je vois. Et au-delà du comportementalisme puis du behaviorisme, des comportements, puis fais ci, fais ça, time in, time out, chaque patient, chaque enfant, chaque adolescent a son histoire, mais si on le met avec l'éclairage de l'attachement et de l'exploration, on comprend globalement ce qui se passe, puis on comprend aussi les attachements des parents, des 2 parents. Plus les parents sont solos, ben, plus ils vont avoir tendance à adapter peut-être une discipline coercitive avec leurs enfants. Les propres attachements des parents sont provoqués par ces situations d'attachement-là. Et c'est ça qui est extraordinaire là, dans la relation, là, dans la triade qui s'installe entre l'enfant et ses parents dans un bureau. Mais ça prend un modèle pour ça. Alors, on comprend l'importance de la théorie de l'attachement, on comprend à quel point c'est une révolution, et si on se rend compte qu'on manque, voilà, nous adultes, il y a des adultes qui voilà, les adultes nous écoutent et sentent que il y a un problème d'attachement, qui souffrent d'un problème d'attachement. Parce que voilà, leurs parents n'ont pas pu leur donner cet attachement. Est-ce qu'on est foutu? Non. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors je sais que vous parlez, vous, surtout aux enfants et aux adolescents, mais, oui, mais qu'est-ce qu'on peut dire à un adulte? des parents aussi. On s'occupe aussi des parents. Qu'est-ce qu'on peut dire à n'importe quel adulte qui souffre? Bien, premièrement, qu'il a besoin d'être entendu. À partir du moment où il est entendu sur cette souffrance-là, que ce soit par un thérapeute, par un ami, par un soignant ou à l'occasion de quelque chose, c'est quelque chose qui va l'aider. Deuxièmement, de faire un recul sur sa propre trajectoire de vie, d'attachement, sur ses attachements. Et souvent, il y a, je ne sais pas, si ce n'est pas un parent, bien, c'est un grand-parent ou un tuteur de résilience, comme dit Cyril Nick, un professeur qui lui a permis d'avoir déjà suffisamment d'attachement pour avoir ce recul-là qui lui permet aujourd'hui de vouloir être meilleur. Ensuite, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de traumatismes
particulier, très précis, qui empêche l'attachement de s'installer ou de s'engranger. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une agression? Est-ce que c'est une agression sexuelle? Est-ce que c'est une séparation? Est-ce que c'est un conflit douloureux avec un ami, avec un amoureux? Alors, une fois que le trauma est mis à vif, qu'il est exprimé, qu'il est dessiné ou qu'il est adressé à un thérapeute, à un MDR, déjà, on peut moduler un peu l'attachement. John Bowlby disait que l'attachement, c'était de la naissance à la tombe, puis que dans 2/3 des cas, on ne modifiait pas son style d'attachement. Moi, avec notre équipe, c'est sûr qu'on est des apôtres de la modification du style d'attachement. Parce que je prends des enfants qui ont des attachements parfaitement insécurisés, ambivalents, qui ont été battus, qui ont passé une partie de leur vie en institution, 6, 7 années, ou qui ont eu 7, 8, 9, 10 familles d'accueil, donc qu'ils ont pas pu. Alors, le but de l'adoption, de la famille d'accueil ou du parent bienveillant, c'est justement de modifier le style d'attachement. Mais c'est sûr que plus on attend dans le temps, bien, plus ça devient difficile. Mais il y a toujours une occasion qui fait le larron, qui explique qu'on pourrait peut-être essayer de modifier certains éléments en rapport avec nos propres attachements. Déjà, de savoir que notre attachement est particulier, on peut déjà avoir, je dirais, une passerelle d'intervention pour le faire. L'occasion d'avoir un enfant pour un adulte, c'est une grande occasion. Et ça, les modèles, ils sont hyper développés chez moi au Québec. C'est des ateliers, par exemple, de 10 séances d'à peu près 2 ou 3 heures où on prend des mamans ou des papas ou des couples qui ont des difficultés d'attachement, qui s'expriment par une sensibilité qui n'est pas toujours au rendez-vous, une disponibilité qui n'est pas nécessairement bonne, une capacité d'accepter l'enfant tel qu'il est qui est différente. Alors, c'est des ateliers qu'on fait avec l'enfant, où on les enregistre, où ils se regardent eux-mêmes et ils commentent leurs activités auprès de l'enfant. Est-ce que j'ai été intrusif avec l'enfant? Est-ce que je lui ai empêché de faire sa tour? Est-ce que j'ai compris à ce moment-là qu'il avait envie de boire du lait ou pas? Alors, ils jasent, ils discutent avec les parents là-dessus pour moduler les systèmes d'attachement. Et on arrive dans des attachements très compliqués à modifier à peu près le tiers des situations très, très complexes. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est déjà beaucoup quand on songe que cet enfant-là va retourner avec ses parents-là, avec des attachements difficiles. Alors, c'est des ateliers qu'on commence à faire. Et il faut comprendre aussi. Puis je vous disais en début d'entretien à quel point c'était physique, l'attachement. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas langagier va être très utile pour augmenter aussi l'attachement. Donc, les massages, le yoga, la méditation, l'activité physique, le plein air, les retrouvailles avec la nature, tout ce qui est sensoriel. Tout ce qui donne cette sorte de dimension sécure, voilà, permet de guérir un peu l'attachement blessé. On s'adresse à la base du cerveau, donc au thalamus, qui est un peu l'endroit où se retrouvent toutes les sensations du corps, les amygdales cérébrales. Donc, on s'adresse donc à la section la plus primitive du cerveau, et à la plus sensorielle et à la plus affectueuse, si je puis dire. Moi, je conseille souvent de devenir son propre parent, de se donner à soi-même cette sécurité, et qu'on peut travailler avec l'enfant qu'on a été, qui n'a pas eu la sécurité pour lui donner... maintenant qu'on est adulte, qu'on peut travailler à cette dimension. On peut refaire son histoire. C'est à ça que sert le scrapbooking aussi, là. Les fameuses histoires, les adultes, les enfants. Moi, je fais beaucoup des histoires de vie à partir de scrapbook, où on colle des photos, où on met des trucs. Mais les adultes peuvent aussi le faire. C'est à ça que ça sert de revisiter des photographies imprimées, de les mettre dans l'ordre ou de revoir les dates auxquelles sont arrivés des événements. Toute l'histoire, l'anthropologie, ça existe pas juste pour les historiens et les anthropologues, ça existe aussi pour les individus. Là, se remettre au centre de sa propre histoire, c'est quelque chose qui peut éventuellement moduler les éléments d'attachement.
Ce qui n'empêche pas qu'on pourrait devenir ou demeurer un petit peu plus anxieux ou évitant ou colérique, mais quand ça reste simplement au niveau des défis d'attachement et qu'on n'est pas dans le trouble ou dans la problématique ou dans ce que pourrait apporter un trouble de l'attachement à long terme, comme une maladie mentale ou un trouble de la personnalité. C'est souvent l'évolution des troubles de l'attachement, c'est les troubles de la personnalité. Ben, tant qu'on n'est pas là-dedans, ben, déjà, on a pu guérir une pensée, une partie, en fait, de ce qu'on aime moins dans la partie de puzzle qu'on est devenu. J'ai juste une question. Donc, je vous ai entendu. Je me rends compte que, prisonnier de tout ce qu'on raconte jusqu'à présent, mon enfant a 5 ans et je lui parle de manière autoritaire, je le punis. Et puis là, je vous ai écouté et j'ai un peu... je me dis, mince, il faut que je change. Comment faire pour changer et comment faire pour que l'enfant comprenne ce changement? Bien, premièrement, il faut comprendre qu'un enfant peut changer en 3-4 semaines si l'adulte change son comportement. L'enfant ne retiendra pas, en fait, tout cela. Il va s'attendre à des événements, mais au bout de 3-4 semaines, l'effet va déjà être évident. Alors là, c'est très encourageant comme changement de perspective à partir du moment où on change tranquillement cette perspective-là. Ensuite, je pense qu'il peut être amusant pour le parent de reconnaître son erreur, sa faute, sa déviance, son péché, sa petite tache noire et tout, et de l'illustrer avec l'enfant. Pour lui dire, écoute, Dorena, tu sais, quand tu faisais ça puis que tu faisais pas, tu te punissais, tu es là. Mais maman, elle a lu le livre d'Isabelle ou de Catherine Guedné, etc. Puis voilà, maintenant, ils disent que ce serait très bien si on faisait comme ça et tout. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça pourrait être intéressant ou pas? Oui ou non? Et là, un autre dessin, puis un troisième. Et puis j'ai aussi lu ça, puis... Et si on faisait un petit dossier ensemble aussi des trucs que je lis pour qu'on soit mieux ensemble, qu'on puisse plus aller au parc ensemble, qu'on puisse plus lire ensemble ou faire telle sortie ensemble et tout. Je vais faire un petit dossier là-dessus, puis on le consultera de temps en temps avant la lecture du soir et tout. Donc, l'enfant va juste être content, mais c'est parce qu'il va y avoir tellement de bénéfices que il va être le premier à triompher de cette situation-là. Puis, Donc vous conseillez de parler tout simplement, simplement et franchement à son enfant, oui. En utilisant, comme vous avez dit depuis le début de l'entretien, oui. l'imaginaire, l'humour le jeu, aussi. Surtout 5 ans, là, les enfants, ils aiment bien quand les parents font quelque chose de travers, puis se reprennent après, ils trouvent ça hyper drôle. Vous pouvez changer les noms et tout, mais moi, je l'expliquerai très simplement, et puis on l'actualise aussi dans les comportements très rapidement. Et puis, en plus, s'il s'agit de faire quelque chose qui est autre chose qu'une chambre à coucher où on est enfermé, bien là, il faut le décorer, le coin, là. Tu sais. Il faut mettre des coussins de la mauvaise humeur, de la bonne humeur. Il faut mettre des livres, il faut coller des cartes postales. À la limite, ils peuvent prendre ma photo sur Google. J'ai écouté ça avec M. Midal, puis voilà, c'est tout. Il faut le décorer, ce coin-là. Il faut le célébrer. C'est pas l'idée de la punition n'est pas là. C'est juste que ça prend un coin, c'est normal pour se calmer. Comme un parent peut prendre un verre de scotch ou faire un truc à un coin pour se calmer. Et puis, si c'est trop difficile, bien, il peut y avoir, avec un enfant plus vieux, des fois, il y a des punching bags, il y a des papiers à déchirer ou des coussins sur lesquels on est de bonne humeur ou de mauvaise humeur, puis on change l'ordre des coussins ou encore un pot dans lequel on peut piger des solutions comme quoi, pour qui sont autant de conséquences. Alors ça, c'est intéressant de pouvoir le faire. Et quand ça se produit, puis que c'est différent, là, après, bien, surtout à 5 ans, quand la crise est terminée, bien, c'est important d'en rediscuter, de voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, comment ça se fait, c'est arrivé. À partir de l'âge de 5 à 6 ans, un enfant aime en discuter. Il ne doit pas s'excuser, par contre. Ça, c'est de la vieille garde, là. C'est peut-être ça qui peut surprendre le parent qui est habitué. L'enfant n'a pas à s'excuser à 4-5 ans d'être dérégulé. On ne s'excuse pas du développement humain. Plus je vous écoute, plus j'ai l'impression que pour être un bon parent,
il faut beaucoup s'amuser. Ben c'est sûr. Je veux dire, c'est le but. J'ai l'impression vraiment que ce que je retiens beaucoup de vos conseils, c'est qu'il faut s'amuser davantage en étant parent. Mais avec tout son corps et tout, tu sais, je veux dire, la différence entre le singe et l'homme, là, c'est pas manipuler des outils, ils sont capables eux aussi. La différence, c'est le niveau d'imagination, le niveau de langage et le niveau de jeu. Fait que à partir du moment où on joue, ben on est sur Terre, puis la Terre nous appartient. Moi, je veux dire, si je jouais pas, je serais pas en France en ce moment, là. Je serais chez moi encore, mais c'est une chance de pouvoir jouer avec vous aujourd'hui. Là. Je veux dire, je jouais dans mon hôpital à Montréal, je viens quelques jours, puis je viens jouer avec vous et tout, c'est formidable. Mais les enfants sont dans cette même état face au jeu. Écoutez, merci infiniment. C'est vraiment précieux de voir votre éclairage, surtout avec tous les malentendus et la confusion qui existent aujourd'hui en France. Donc je recommande vraiment aux gens de lire le livre d'Isabelle Filiosa, Éduquer tout ce qu'il faut savoir, ni laxisme, ni violence, les clés de l'éducation. Vous êtes chanceux d'avoir quelqu'un comme Isabelle pour porter le dossier, puis le porter fièrement, non? Elle est agréable à lire, elle est juste, et puis, s'il faut écrire d'autres livres sur la question, on en écrira d'autres, parce que ça me paraît incontournable, et puis très puissant pour les familles de pouvoir accéder à cette connaissance-là, qui est presque innée chez les parents, mais qui ont juste besoin de décoincer un peu pour pouvoir l'exprimer en toute liberté. Hey, merci pour votre entretien. C'est toujours agréable de venir en France puis d'exprimer quelques québécitudes. Merci beaucoup. Merci, Fabrice. Bien, merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. Je vous invite vraiment à lire le livre d'Isabelle Filiosa, Éduquer tout ce qu'il faut savoir, qui est un livre fondamental, qui fait vraiment un état de la situation aujourd'hui du savoir sur l'éducation. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à faire connaître cette chaîne. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.